bonsoir à tous, bonsoir aux plus courageux qui ont affronté le froid, la pluie, bientôt la neige. Et bon, c'est encore chauffé. Donc bienvenue au Momi National, aux Rencontres des Gobelins, pour cette thématique autour des savoir-faire et du développement durable. Et aujourd'hui, on aborde, peut-être pour nous réchauffer d'ailleurs, quelque chose autour du feu, autour de Vulcain et autour du métal, avec des intervenants particulièrement inventifs dans leur création. Et on commencera par un tout jeune, si on peut dire, William Guillon, qui est un jeune designer et directeur artistique basé à Bordeaux. Et comme vous le verrez, il a un imaginaire particulièrement débordant, débridé et effervescent, chaleureux on peut dire aussi, qui se développe aussi bien sur du mobilier que du luminaire. Je lui laisse tout de suite la parole, et puis quand vous connaissez la formule, on se retrouve à la question et petits points techniques tout à l'heure. Eh bien, bonsoir à tout le monde, merci beaucoup d'être là. Donc, je suis assez bavard, j'ai plein de choses à vous dire. Donc d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est me présenter mon parcours, parce qu'il est assez lié en fait à ma pratique. Et il se trouve que, évidemment, l'un est très lié à l'autre. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu mon parcours, puis mon processus de création, réellement qu'est-ce que je fais à l'atelier tous les jours et comment je le fais. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que j'essaye de faire à travers ma création, qu'est-ce que j'essaie de créer de façon un peu plus large et globale, la philosophie, on va dire, du projet. Donc, rapidement, avant que je vous parle de ma vie, qui je suis? Donc, designer, artisan, artiste, un mix d'un petit peu tout ça. Vous choisissez ce qui vous arrange. Voilà, en fonction des points de vue. Moi, je n'ai pas de souci par rapport avec ça. Je fais majoritairement du luminaire et des accessoires en bronze. Alors, on va voir que je n'ai pas toujours fait du bronze, mais très grande partie luminaire, accessoires, bientôt du mobilier aussi. Et donc, la niche dans laquelle je me trouve, c'est le collectible design ou l'art fonctionnel. Mon quotidien, c'est que je dessine, je conçois, je développe, je crée, puis je vends majoritairement à travers des galeries dans le monde entier mes créations. Je suis représenté par plusieurs galeries, donc aux États-Unis, New York, Los Angeles, Dallas, Chicago, en France aussi, mais c'est vraiment l'Europe, c'est plus compliqué, c'est pas le gros de mon marché, en Chine aussi et en Australie, et au Japon à travers des collectionneurs privés. Donc je vous présente rapidement quelques-unes des créations qui ont été les plus marquantes ces dernières années, au moins pour que vous compreniez un petit peu mon univers avant qu'on se lance dans mon parcours. Donc c'est ce genre d'objet. Il s'agit ici par exemple d'un lustre, donc qui était une commande spéciale pour un projet à New York. Donc les diffuseurs que vous voyez sont en porcelaine, donc porcelaine de Limoges, et ensuite la structure est en bronze. Donc tout est sculpté à la main, mais on en reparlera. Une autre version du même lustre, en fait, donc la même collection. Pareil, là, cette fois-ci, fait pour une galerie qui s'appelle OAK, qui est entre Toulouse et Bordeaux. Une autre version encore de la même collection qui est là et des clients en applique. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de la philosophie, même de l'ambiance de la marque et que j'essaye de travailler. On en verra plus tard, mais maintenant, du coup, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc en fait, mon background est assez important puisque je viens d'une famille et d'un milieu dans lequel l'artisanat était, en tout cas de façon artistique, n'était pas du tout présent. J'ai pas fait d'études techniques, j'ai fait un lycée général. Donc j'ai fait mes premières créations quand j'avais 16-17 ans. J'ai appris avec mon grand-père, qui était un ancien mécano militaire. Donc je viens de la banlieue de Toulouse, il y avait une grosse base militaire à côté, donc beaucoup de militaires, et lui était mécano dans l'armée. Et en fait, il m'a littéralement appris à souder et travailler à l'atelier, mais de façon amateur, même si lui savait tout faire. Bon, moi, vraiment, il m'a tout appris comme ça, dans son garage. Donc moi, j'ai littéralement commencé dans le garage de mon grand-père. Je ne suis pas encore Bill Gates, mais alors, on y travaille. Et donc ensuite, quand mon grand-père m'a montré 2-3 trucs, j'ai commencé à bosser avec mon oncle, qui lui est serrurier métallier très industriel, pas du tout artistique,
mais du coup qui avait un très grand atelier, des grosses machines et surtout beaucoup de matière à récupérer. En fait, il faisait des charpentes métalliques, il avait des gros boulons et des gros écrous en acier que je récupérais gratuitement du coup, et que, comme j'avais appris à souder, que je soudais entre eux pour faire des formes. Et c'est ça qui a créé mes premières tables, mes premières lampes, etc., que j'ai vendues un petit peu à la famille, dans des boutiques à Bordeaux, puisqu'ensuite j'ai aménagé à Bordeaux. Voilà, donc ça s'est passé entre mes 16 et mes 18 ans, et j'avais déjà très envie de toucher la matière et de mettre les mains dans le cambouis, de ne pas rester sur du 2D. En parallèle de ça, donc quand j'avais 18-19 ans, j'ai intégré une école de design graphique, donc direction artistique en design graphique, à Bordeaux, donc c'est pour ça que j'ai bougé à Bordeaux. Et voilà, pendant les 3 premières années, j'ai pas arrêté de créer des choses et de faire mes études. Dès que je rentrais à Toulouse, je recommençais à aller à l'atelier, pendant toutes les vacances, etc. Et en 4e année, on a eu beaucoup de temps libre à l'école, et comme je déteste ne rien faire, j'ai trouvé un stage dans un atelier de design de luminaires à Bordeaux, où en fait j'ai donné tout mon temps libre à ce stage, et j'avais l'école à côté. Et c'est ça qui m'a appris à voir comment ça fonctionnait un studio, donc de design, entre guillemets, ou en tout cas de artisanal ou de produit. J'étais à l'atelier et je faisais les lampes en l'occurrence. Et c'est ça qui m'a appris à voir quel type de client pouvait être intéressé par ce genre d'objet, quel genre de matériaux, quel genre d'assemblage on pouvait faire. J'ai aussi appris qu'il fallait quand même que les choses soient un petit peu soignées, un petit peu propres, parce que moi je faisais ça de façon voilà, très amateur, et ce qui m'intéressait c'était de créer des choses, mais j'avais pas de vision trop de comment vendre tout ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et donc en 2014, j'ai eu mon diplôme de direction artistique, de directeur artistique en communication visuelle. Et donc c'est posé la question de qu'est-ce que je fais, puisque en fait j'avais déjà un petit peu d'expérience derrière moi, j'avais 5 ou 6 ans de création, même si c'était pas commercial, vraiment. Est-ce que je lançais mon projet immédiatement, ou est-ce que la sécurité, me lancer en tant que freelance, ou aller dans une agence de pub, ou quoi que ce soit. Et je ne le savais pas encore, j'ai fait un geste très courageux, j'ai lancé mon projet juste après les études, et je ne savais pas que ça allait être un peu compliqué, mais j'avais pas envie de travailler pour qui que ce soit, donc j'ai lancé mon projet. Mes parents m'avaient mis un petit peu de sous de côté, qui s'imaginaient que j'utiliserais pour un bout de voiture ou un bout d'apport de je ne sais quoi, et en fait j'ai tout mis dans ma première collection, que j'ai mis 1 an à sortir. Donc là on est en 2014, en novembre 2015 je sors donc cette collection, qui était une collection de 6 lampes à poser, donc très sculpturale déjà à l'époque. Et en fait, j'étais tellement pas sûr de moi, je voulais tellement bien faire, que c'est pas moi qui les ai faites du tout, alors que j'adore l'atelier. J'ai tout fait sous-traiter en me disant, au moins on pourra pas me dire que c'est mal fait, on pourra pas avoir cette prise-là sur moi. Et donc, en fait, c'était une débauche de moyens folle. J'ai bossé avec des gens extrêmement compétents à Bordeaux. Mais là, par exemple, sur cette pièce en particulier, c'est des blocs massifs d'aluminium recouverts de différents métaux. Donc là, on voit que sur les pentes, c'est du cuivre. Et sur les côtés, c'est un alliage de nickel. Et en fait, il se trouve que c'était des couches superposées les unes sur les autres. Et il fallait, par exemple ici, aller gratter le nickel pour retrouver le cuivre en dessous. Le cuivre était lui polymiroir, alors que les côtés, le nickel, était sablé. C'est des densités différentes, ça réagit différemment à l'oxydation, enfin, c'est un enfer à faire vraiment. Et ça coûte toujours une fortune, vraiment, surtout pour ce que c'était, et surtout pour quelqu'un qui n'était vraiment absolument personne, et personne ne m'attendait, bien évidemment. Donc voilà, là, tout en nickel, et donc polymiroir toujours et sablé. Et ici, en ce qu'ils appellent nickel smoke, donc nickel plus sombre. Et il se trouve que ça a été un évidemment énorme échec commercial, puisque c'était beaucoup trop cher, difficile à diffuser, j'avais pas les codes, je savais même pas ce que je faisais, je savais pas comment on vendait ce genre de choses, j'avais juste envie de créer, j'avais fait des très beaux objets, et en fait, qui sont restés dans mon atelier très longtemps, sans que personne ne les voie. Donc, mais quand même, en 2016, donc 2 ans après que j'ai commencé, Loïc Bigot de la Tools Gallery repère mes objets, parce que bon, quand même, je me dis, il faudrait quand même que j'écrive à quelques personnes, donc je finis par écrire à quelques galeries, et donc il accepte de représenter les pièces, et là je me dis, c'est bon, ouf, je suis dans une galerie, ça va aller tout droit, et en fait, non, pas du tout, il ne s'est rien passé, non plus. Et en parallèle de ça, je me disais, bon, ok, c'est trop cher, donc peut-être que tu pourrais essayer de créer des pièces un peu moins chères, dans le même esprit, puisque l'esthétique plaît, mais
il y a quelque chose qui passe pas. Donc j'ai créé ces pièces-là, qui sont des bougeoirs. On voit pas grand-chose là. Des bougeoirs donc en bois brûlé et en bronze massif, pareil que je faisais entièrement sous-traité, et qui ont été repérés par le Bon Marché. Donc en fait, le Bon Marché m'a dit on peut pas acheter du stock là-dessus. Donc ce qu'on vous propose, c'est vous nous fournissez du stock et nous on vous offre une page entière dans notre magazine vue au Bon Marché. Et donc j'avais une pleine page. Ils étaient sur une table, bien sûr, donc la table aussi faisait partie du truc. Et en fait, à partir de là, il s'est passé quelque chose où j'ai commencé à avoir, commercialement, oui, on en a vendu quelques-uns, mais ce n'était pas folichon. Par contre, en termes d'image et de communication, de notoriété, j'ai commencé à avoir des galeries, des distributeurs qui m'ont écrit vraiment du monde entier. Et à partir de là, il y a une bascule qui s'est faite où vraiment, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Mais on était quand même en 2017, presque 2018, donc le 2014 du commencement commençait à être un peu loin, et j'ai dû évidemment à côté trouver un job alimentaire pour juste pouvoir vivre et continuer à investir dans mon projet. Et la manager dans cette boutique me parlait tout le temps, donc de Bordeaux, d'une fonderie des Cyclopes qu'elle avait visitée, donc c'est le nom de la fonderie, ça s'appelle Fonderie des Cyclopes. Et j'étais jamais vraiment allé, donc bon, je finis par quitter ce boulot parce que j'étais absolument épuisé, parce que je bossais sur mon projet plus un quasi-temps plein en job alimentaire. Et je me dis, bon, je vais quand même aller voir cette fonderie. Et en fait, je suis allé à la fonderie, je ne connaissais absolument rien, je ne savais pas ce que c'était le concept de la fonderie. Et je suis tombé sur donc, Frédéric Michel qui tient la fonderie, qui était absolument adorable avec moi. Et la réunion s'est finie où il m'a donné un bloc de cire, puisque j'utilise la technique de la cire perdue. Donc rapidement, la cire perdue, on fait des objets en cire, on les amène à la fonderie, ils mettent du plâtre autour, ils le mettent dans une étuve, ça chauffe, la cire s'écoule, et ils mettent du bronze à la place. Le procédé est rapide, c'est ça. Et donc à la fin, il me dit, écoute, si tu veux tester la fonderie, tiens, voilà un bloc de cire, fais-moi quelque chose, et tu me le ramènes. Et en fait, là, toutes mes peurs que j'avais de me dire, mais je ne suis pas ébéniste, je ne suis pas métallier, je ne suis pas quoi que ce soit, elles ont complètement disparu parce que il n'y a pas d'études ou il n'y a pas d'études techniques pour la cire. En réalité, j'imagine qu'il doit y en avoir, mais c'est pas comme être ébéniste, par exemple. Et du coup, ça m'a vraiment décomplexé. Je me suis dit, en fait, la cire, on peut y aller, c'est pas compliqué, je vais juste me débrouiller. Et puis, si j'y arrive pas, je la ferai fondre et puis je ferai autre chose. Et donc, j'ai fait ces premiers objets qui sont donc des lampes et que du coup, je sculptais à la main en cire et j'amenais la lampe et eux, ils me la rendaient presque finie. Et donc là, à partir de là, est née l'idée de me dire « Ah, ça serait chouette si je pouvais faire que des pièces uniques que je sculpte en cire. » Ça serait quand même intéressant de ne pas avoir de moule, en fait, et de n'avoir que des pièces uniques dans mes créations, puisqu'en fait, travailler à la cire, c'est assez simple, ça devrait pouvoir le faire. J'ai aussi fait donc, des pièces, je ne sais pas si on les voit beaucoup, non, pas trop, comme celle-ci. Comme vous voyez, j'ai un univers assez sombre, alors qu'il ne nous aide pas ce soir, mais c'est des choses que j'aime bien. Donc voilà, ça par exemple, c'est une lampe c'est une des rares lampes que je fais qui est moulée, donc qui est limitée en édition à 8+4 exemplaires, mais il y en a très peu, je l'ai mis, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et donc un jour, au fil d'une discussion avec une amie qui tient un hôtel à Bordeaux que j'ai rencontré par des coïncidences absurdes, elle me dit, je ne sais pas quoi mettre dans ma salle à manger, propose-moi quelque chose. Du coup, je lui propose ces dessins qu'elle accepte immédiatement, dont le développement de ces pièces a été réalisé par l'atelier François Pouena, que pareil, je rencontre parce que je finis par aller dans beaucoup de salons et par rencontrer des gens. Et donc ces dessins sont devenus ces lustres qui sont donc pris en photo à l'hôtel, et ça a été mes premières grosses pièces entre guillemets en bronze, et que j'ai tout sculpté à la main, sans trop de technique, sans trop savoir ce que je faisais. Alors j'étais épaulé bien évidemment, et très bien épaulé même par l'atelier François Pouena pour la partie fixation, développement, etc. Mais en fait, ce qui est compliqué quand on sculpte des choses comme ça, c'est qu'il faut que ça soit forcément creux, puisqu'il faut bien que le câble passe quelque part, il y a des éléments techniques à rapporter. Donc comment je faisais à l'époque, c'est que je sculptais du polystyrène, dans les formes que je voulais. Là-dessus, je mettais de la cire, et si vous mettez de l'acétone sur du polystyrène, il se dissout. Donc, une fois que j'avais tout fait, je dissolvais
le polystyrène comme ça, et j'avais une forme creuse. Mais c'était super long. Donc là, on ne se rend pas bien compte, mais c'est des pièces qui font plus de 2 mètres. Donc voilà, et on n'a pas trop le droit à l'erreur. La cire, quand même, on peut recoller, mais bon, c'était un peu stressant, mais ça a eu beaucoup de succès. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une technique pour pouvoir continuer de faire des pièces uniques qui puissent s'adapter dans les tailles, dans les longueurs, dans les finitions, là, mais que ça soit plus rapide, parce que là, ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Donc, on va prendre une collection, vraiment du tout début jusqu'à la fin, avec la technique que j'ai mis au point au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est le genre de dessin que je fais en recherche, et que j'envoie parfois aux galeries pour leur dire, voilà sur quoi je travaille en ce moment. Donc c'est ce genre de choses. Dans la phase de dessin, je cherche surtout pas des choses précises. Je veux au contraire avoir une intention, je veux que ça soit flou et je veux pouvoir prendre les décisions plus tard quand je modèle. Mais là, c'est plus pour me donner une intention, une direction. Donc, on va prendre cette collection, qui est la collection High and Dry, que j'ai faite pour une galerie, donc la fameuse galerie OAK de Toulouse, en début d'année. Je lui ai présenté ce croquis. Et il m'a dit, Banco, on fait ça. Donc il avait quand même un peu d'imagination. C'est une applique, mais ça me suffit pour commencer. Je veux pas aller plus loin que ça. Et alors la différence du tout début, quand j'ai finalement commencé cette technique, c'est que maintenant j'utilise l'impression 3D. C'est-à-dire que je recrée en 3D une forme très géométrique de mon objet, juste pour avoir des proportions. Et en fait, il se trouve que le fil que j'utilise pour imprimer mes pièces a les mêmes caractéristiques que la cire. Et on dit qu'il est castable, c'est-à-dire que je peux l'amener à la fonderie et il pourrait me le sortir en bronze tel quel. Et donc, un petit peu comme un Lego, je conçois mes pièces, donc ils peuvent être, on verra, j'ai fait des pièces vraiment plus grandes, celle-ci fait 85 cm. Je peux les assembler entre elles. Donc je vous ai pris une petite photo de mon super plan de travail pour montrer comment ça peut être quand même un petit peu crado de bosser la cire. On en met forcément partout. Genre, j'ai pas essayé de ranger, je veux juste montrer comment ça se passe. Donc avec le chaudron de sorcière sur le côté. Et donc on voit que tout est en kit sur ma petite mousse. Et ensuite, avec de la cire chaude, je peux assembler les morceaux entre eux, rajouter de la cire pour commencer à modeler. On me demande souvent à quoi ça ressemble la cire quand on l'achète brute. Ça ressemble à ça. Donc sur la gauche, c'est des gros pains en fait que vous cassez, vous mettez dans une marmite ou une casserole ou ce que vous voulez, que vous faites chauffer. Et en fait, c'est la cire, c'est extrêmement sensible aux différences de température. Donc ça peut vraiment être extrêmement liquide, voire même s'enflammer si c'est trop chaud, jusqu'à un petit peu pâteux. Et ensuite, j'applique ma cire sur mes modèles en 3D, donc, qui ont été imprimés. Donc là, je peux commencer à dessiner de nouveaux volumes plus organiques pour sortir absolument de cette forme trop géométrique, bien évidemment. Et ensuite, je commence à sculpter avec tous les outils qu'on peut imaginer pour la sculpture. Ça peut être des couteaux à bois, comme des choses pour la céramique, comme peu importe. Et absolument toutes mes collections, à 90%, sont faites comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais deux qui se ressemblent, parce que pour moi, c'était vraiment important de me dire, les gens qui vont acheter ces objets-là, il faut qu'ils puissent avoir le leur et pas celui du... C'est pas une question de pas celui du voisin, mais que ce soit un minimum personnalisé. Pièces uniques, exactement. Ce sont réellement que des pièces uniques. Et par exemple, donc, en définitive, ça donne ça. Donc, qui est... Alors, est-ce que vous la voyez? Oui. Qui est donc une applique. Et par exemple, là, on a eu un chantier à New York où on a dû en faire 10. Mais la décoratrice voulait des tailles différentes. Elle voulait 3 tailles différentes. Ça n'a pas été du tout un challenge pour moi. J'ai juste changé la taille de mon modèle, revu les proportions, on lui a fait valider. Et j'ai imprimé, j'ai appliqué ma cire. Alors oui, forcément, c'est beaucoup plus long puisque je dois tout sculpter une après l'autre. Il n'y a aucune automatisation à part ce début pour sortir la forme primaire, on va dire. Mais par contre, en termes de personnalisation, c'est vraiment, on fait absolument ce qu'on veut. Je pourrais aussi en faire une de 5 mètres si je voulais, que ce serait, bon, ça serait un peu un challenge, mais je veux dire, ça serait complètement faisable. Et donc voilà, comment je travaille. Toutes mes pièces c'est vraiment ma ligne rouge, c'est vraiment ça, que des pièces uniques dans tout ce que je fais. Ensuite,
en termes de philosophie, moi, ce que je cherche à faire, c'est pas du tout, j'ai pas donc suivi d'études techniques, j'ai pas non plus suivi d'histoire du design ou ce genre de choses. Je suis pas très intéressé par le milieu du design ou même de l'artisanat d'art entre guillemets. Pour moi, c'est un moyen pour faire des objets, et ces objets sont eux-mêmes un moyen pour m'exprimer de façon un peu plus large et globale. Et donc, j'ai toujours privilégié, même mis en avant les collaborations avec d'autres créatifs sur d'autres disciplines. Je veux surtout pas rester dans le milieu du design qui en tant que tel, ou même de l'artisanat qui en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup. Ce que je veux, c'est créer des ponts et créer une sorte de mythologie ou une sorte d'univers autour de mon travail, dans lesquels les gens puissent peut-être se reconnaître, peut-être que ça peut créer des résonances chez eux. Donc par exemple, le genre de collaboration que je peux faire autour de mon travail, est-ce qu'on la voit? On la voit un petit peu. Donc c'est un portrait que j'ai fait avec un photographe avec qui je travaille qui s'appelle Nicolas Soro, qui travaille sur les natures mortes. Et je lui ai dit, je voudrais un portrait de moi, mais où on ne voit pas mon visage, parce que l'intérêt, ça serait que les gens, quand ils voient la photo, que la photo parle de moi plus que mon visage, parce que mon visage, on s'en fiche un peu, c'est plutôt l'univers qui m'intéresse. Et tout, pour moi, c'est très représentatif. J'aurais jamais pu faire ça tout seul, forcément, ce serait un ego trip énorme, et c'est déjà peut-être un petit peu un ego trip. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, on peut se servir de ce projet-là pour s'exprimer sur plein d'autres choses. Donc là, ce que ça dit en latin, c'est tout ce que je recherche, c'est m'échapper de la réalité. Et c'est vraiment la philosophie du projet, c'est de créer des ambiances, créer des univers, pour s'échapper et pour surtout pas rester dans le réel et essayer de créer une philosophie dans laquelle les gens qui peut-être comme moi aiment les choses un petit peu, on va dire rock'n'roll ou torturées, ou en tout cas qui veulent pas uniquement parler de choses belles au sens peut-être classique du terme, qui essayent d'aller un petit peu plus loin, jusqu'où peut aller la beauté, qu'est-ce que c'est la beauté, est-ce que finalement dans la laideur, on ne peut pas trouver de la beauté, ou ce genre de questions m'intéresse beaucoup. Donc j'ai créé tout un univers autour de ça, notamment dans ma dernière collection, qui est en bronze blanc. Donc c'est un bronze avec moins de cuivre, et avec du nickel et du zinc dedans, qui lui donne un côté en fait argenté. Donc ça s'appelle Omnia Vanitas, pour tout est vanité. Et donc forcément, ça parle de l'impermanence des choses, la vacuité, l'impermanence, le temps qui passe, etc. Enfin, c'est des notions forcément qui me parlent beaucoup. Et elles ont toutes été réalisées sur le même procédé, donc qu'on vient de voir ensemble. Donc il y avait une vingtaine d'objets qui ont été réalisés grâce notamment au soutien de la Fondation Banque Populaire, dont j'ai été lauréat cette année. Et pour vous montrer que donc, ce système de création et de production peut aller assez loin, la toute dernière pièce que je n'ai encore jamais montrée, qui sera exposée à Art Basel Miami, donc le 30 novembre prochain. Ça, c'est un miroir tout en bronze qui fait 1,30 m sur 1 mètre à peu près, et qui est absolument en bronze, c'est-à-dire forcément le cadre est en bronze, et fait donc sculpté à la main comme vous avez vu, mais la partie réfléchissante est une tôle de bronze polymiroir que j'ai forcément patiné, vieilli. Je voulais surtout pas que ce soit trop clinquant, et donc j'ai fait exprès de le salir, et même pour un petit peu changer la réflexion, que ce soit un petit peu plus flou. Et donc voilà, c'est un procédé qui me permet vraiment de faire des tout petits objets facilement, ou des plus gros, mais qui forcément m'oblige à être à l'atelier et à faire le faire moi-même. Il n'y a pas aucune automatisation possible. Quelque chose que je voulais vous montrer et qui pour moi représente bien justement ce pont entre les disciplines que j'essaye de faire, c'est un court-métrage qui est sorti il y a un peu moins d'1 mois, qui dure 7 minutes et qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à la fois mon procédé de création, mais aussi l'univers que j'essaye de mettre en place, très personnel et assez, on va dire, qui vient un petit peu des tripes. Et donc j'ai collaboré avec le premier photographe que vous avez vu, qui fait les images assez sombres sur fond un petit peu vert. Donc il s'appelle Benjamin Juel, son studio s'appelle Maison Mouton Noir, donc il a réalisé ce court-métrage. Le tournage a duré à peu près 6 mois, alors très échelonné. Et j'ai collaboré avec une danseuse de l'opéra de Bordeaux, ainsi qu'avec des artistes musicaux qui s'appellent Louisa et Maelstrom, qui sont vraiment des références dans le milieu
techno-électro. Et donc l'idée, c'était voilà, de raconter une histoire autour et créer une image autour de mon projet. Encore une fois, c'est un prétexte pour créer autre chose. Donc le pitch très rapidement, c'est qu'on s'est appuyé sur l'histoire, on va dire, des muses, enfin le mythe des muses, et donc la relation qu'il peut y avoir entre un créateur et sa muse, et que l'un vit en fonction de l'autre, et que les émotions de l'un influent sur l'autre, etc. On est parti de ce point-là pour proposer quelque chose. Donc pour finir mon intervention, je vous propose de regarder cette vidéo.
Et voilà. Merci beaucoup. C'est, dirons-nous, pas tout à fait l'esthétique habituelle que l'on présente aux rencontres des Gobelins, mais moi j'aime beaucoup, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? C'est passionnant, c'est évidemment passionnant. Est-ce que vous travaillez toujours dans la même fonderie à Bordeaux ou est-ce que vous avez pris contact avec d'autres lieux de fonderie? Alors, bonne question, parce que ça c'est toujours grosse interrogation. J'ai la chance, on a la chance à Bordeaux d'avoir une fonderie qui est donc à Mérignac, qui est une commune collée à Bordeaux, et ce qui est vraiment rare d'avoir des fonderies en fait si proches des centres-villes, et notamment des grandes villes. J'ai évidemment pris contact avec d'autres fonderies pour voir comment ça se passait un petit peu à côté, mais bon, déjà j'ai une super relation avec cette fonderie, ils m'ont tellement amené que bon, je suis quelqu'un de très loyal et fidèle, donc voilà, évidemment j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Mais surtout c'est d'une facilité, c'est-à-dire qu'aller amener mes pièces et les chercher, j'y vais littéralement en allant à mon atelier, donc je me verrais pas changer. Et puis voilà, maintenant on a l'habitude de travailler ensemble, ils connaissent mes pièces parfaitement, voilà. Donc maintenant, à la différence du début, c'est que donc je sculpte la cire, eux ne font que la coulée et je récupère les pièces qu'on appelle brutes de fonderie. Donc je fais tout ce qui est ciselure, parce que quand la pièce est coulée, c'est que le début de l'aventure, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc je fais la ciselure, la patine, le polissage moi-même, je me suis équipé. Mais pareil, ils ont pu m'accompagner là-dedans, et si j'ai le moindre problème, je sais que je peux leur ramener, et ils feront ce qu'ils ont à faire, avec peut-être de l'équipement que j'ai pas, ou même des connaissances que j'ai pas, mais c'est vrai que j'ai réussi à me former tout seul grâce à eux. Donc je suis resté avec eux avec grand plaisir. En revanche, pour le bronze blanc qu'on a vu, ça, c'est très peu, assez peu répandu. Donc, je travaille avec une autre fonderie qui est plus dans le centre de la France. Et là, par contre, c'est une organisation différente puisque, effectivement, je dois envoyer des cires. Donc, notamment cet été, ça a été, puisque les 20 objets, je les ai faits au début de l'été. Donc, autant vous dire qu'il y a eu du stress, surtout que pour le premier envoi dans lequel il y avait absolument toutes mes pièces, en fait, elle est restée bloquée. C'est-à-dire que c'était censé arriver le lendemain, et forcément j'avais fait un truc express, et en fait j'appelle le lendemain, et non, c'est jamais arrivé, c'est arrivé 4 jours après. Donc autant vous dire que j'étais pas très serein, mais a priori c'est resté dans un endroit pas en plein soleil, sous 45, donc ça allait, tout est arrivé en bonne forme. Si une autre question? Alors, à chaque fois que vous faites un luminaire, vous associez de la porcelaine pour l'abat-jour? Alors oui, non, c'est pas une règle que je me fixe, mais c'est vrai que j'adore cette association-là. En fait, l'idée m'est venue que je voyais des vieux luminaires dans la maison de ma grand-mère, et même de mon arrière-grand-mère. Et il y avait toujours un peu ces idées de lampe à huile. Alors bon, là pour le coup c'était avec du verre, mais un peu ce genre de choses où parfois c'était du verre, mais c'était opalescent. Et j'adorais l'idée d'associer quelque chose qui peut sembler, alors même si aujourd'hui la porcelaine ça revient, c'est très trendy, mais quand j'ai fait ça, j'avais une vision de la porcelaine un peu vieillotte peut-être, et du coup je me suis dit mais ça serait génial de l'associer avec une matière beaucoup plus dure. Et en plus de la façon dont je la travaille qui est très texturée, d'avoir quelque chose d'assez parfait. Et je voulais pas du verre parce que ça me semblait trop évident de le faire en verre. Et ça aurait pas... La porcelaine rajoute surtout quand... Alors, bon, les photos le rendent plus ou moins bien, mais quand elle est éclairée de l'intérieur, elle donne un côté assez organique et très chaud. En fait, même si on met une lumière assez froide dedans, la porcelaine éclairée rend quelque chose de chaud et presque comme un cocon que j'aurais pas du tout eu en fait avec du verre. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que j'ai fait d'autres lampes à poser. J'ai encore une grosse suspension qui doit arriver avec beaucoup plus de porcelaine. Voilà, je crois que j'ai pas fini avec cette histoire-là, mais
bon, après, comme beaucoup de créatifs, quand on se lasse, on passe à autre chose. Et, voilà, mais... Et donc cette porcelaine, vous la confiez à qui? Donc c'est une fabrique qui s'appelle la Fabrique Arquier à Limoges, qui est une fabrique qui travaille depuis des années, une grosse fabrique. Et donc je leur ai envoyé un modèle, en fait, donc que j'avais aussi imprimé en 3D à l'époque. Et je leur ai demandé, voilà, est-ce que c'est faisable? Ils m'ont dit, a priori oui, mais en fait ça a été hyper dur. Vraiment, on a peut-être dû faire, je sais pas, 25 ou 30 tests avant, pour le fameux hôtel, le Indo Hotel à Bordeaux, qui étaient les premiers. En fait, elle m'a accompagné sur le développement aussi, puisqu'elle a juste acheté un dessin, mais j'espérais que ça allait marcher. On n'est jamais vraiment sûr à 100% que ça va marcher. Donc Agnès, d'ailleurs, vraiment, qui me soutient depuis des années. Et en fait, ça a été très compliqué. Aucune des premières porcelaines n'allait parce qu'il y a des histoires de vidage. Au début, je voulais que le cocon soit fermé. Et en fait, non, on ne le voit pas, mais il y a un petit trou au-dessus qui permet en fait de vider ensuite la barbotine. Et vraiment, ça a été très stressant parce que c'était vraiment compliqué. Et puis, il fallait que ça soit fin pour que la lumière puisse diffuser quand même. Au début, c'était super épais et du coup, on n'y voyait rien. Et heureusement, entre gros guillemets, tous ces tests-là se sont passés pendant le premier confinement. Ce qui fait que l'hôtel était vide et que j'ai pu venir enlever et faire 15 tests sur place sans que personne ne le voie. Alors bon, malheureusement pour l'hôtel, bien évidemment, mais bon, pour mon petit côté égoïste, ça me soulageait bien de pouvoir mettre ma grosse échelle dans le salon et qu'il n'y ait pas de clients autour qui passent. Donc voilà, mais on a réussi finalement à y arriver, mais c'était un gros parcours du combattant, ces porcelaines. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux avec lesquels tu voudrais te confronter ou dialoguer, à part la porcelaine? Évidemment, la pierre, vu mon univers, j'adorerais, mais ce qui me bloque vachement avec la pierre, c'est que c'est hyper lourd, vraiment, et que alors déjà, c'est d'autres équipements, et que du coup, je me dis, au niveau de la manipulation, je m'imagine pas encore, j'ai l'impression de ne pas avoir les épaules ça voudrait dire s'entourer différemment. Il existe la marqueterie de pierre. C'est vrai. Qui est posée sur des structures alvéolées très légères. C'est vrai. C'est vraiment ça, c'est comme, je le vois un petit peu comme un gros chapitre que j'ai pas encore ouvert, mais voilà, c'est vraiment évidemment dans un coin de ma tête depuis très longtemps. J'ai déjà fait 15 000 devis et des projets virtuels, mais voilà. Mais il y a aussi peut-être pas le verre, mais le vitrail qui pourrait être intéressant dans l'imaginaire développé par rapport au bronze. Ça peut être vitrail, évidemment, verre soufflé, j'adore. D'ailleurs, j'ai fait une collaboration avec Atelier Georges pour la galerie Anne-Jacquemin-Sablon à Paris, qui allie du laiton que j'avais fait et leur verre soufflé. J'adore, c'est magnifique, mais pareil, ça me semble, le verre, je ne sais pas pourquoi, ça me semble trop évident, donc il faudra que je trouve... Il y a du verre, je sais, coulé qui existe, ça m'intéresse beaucoup, mais par contre, effectivement, les vitraux, les vitrails... Ça, vraiment, c'est absolument à faire, oui. C'est un chapitre aussi dans ma tête. Une autre question ou une dernière question? Par rapport aux luminaires qui sont en cire, avec le temps et la chaleur des luminaires, et même au fait que la chaleur monte dans une pièce, est-ce qu'il n'y a pas de risque que le luminaire s'abîme ou se fonde? En fait, c'est sculpté en cire. Mais ensuite, c'est la cire que j'amène à la fonderie et qui est transformée, entre guillemets, en bronze. Donc, ça ne reste pas en cire, heureusement, sinon ça pourrait... Mais alors, cela dit, la cire que j'utilise, je me suis déjà posé la question, en me disant, ça serait quand même super simple. En fait, c'est une cire qui est très dure, vraiment, j'utilise la plus dure que j'ai pu trouver, pour que vraiment, quand je la sculpte, on voit les traces et que ça ne ramollisse pas. Mais non, ça tient pas. Vraiment, ça tient pas. Donc je m'étais dit, on pourrait faire des créations un peu éphémères ou des choses comme ça, mais non, c'est pas gérable. Merci. Une autre question à gauche, j'ai bien compris. Vous nous avez expliqué d'une manière extrêmement chaleureuse ce que vous deviez à votre grand-père et à votre oncle, et je voudrais savoir ce qu'ils en pensent maintenant de ce que vous êtes devenus et de ce que vous fabriquez. On est loin de l'artisanat, oui. Mais malgré tout, c'est l'origine. Non, on est dans l'artisanat. C'est l'artisanat, mais c'est pas l'artisanat d'art. Mais si, pourquoi Si, c'est de l'artisanat d'art qui propose un autre modèle de forme, mais c'est de l'artisanat, c'est du design, c'est comme ce qui était présenté au début, c'est tout cela. Non,
C'est vrai que donc mon grand-père, qui est donc mécano dans l'armée de l'air, lui vient pas du tout, et puis après s'est reconverti dans l'agricole, donc vraiment pas du tout du milieu de l'artisanat d'art du tout. Et donc mon oncle, qui voit ça, lui, plutôt d'un point de vue évidemment entrepreneurial et plus... voilà, avec des bases plus, comment dire, que lui peut jauger. Mais non, ils sont hyper excités, forcément, et en même temps, ils ne voient pas tous les codes et tout. Voilà, c'est un milieu forcément qui est assez éloigné de ça, mais ils voient que ça marche et ça les rassure aussi. Et surtout, ce qui est génial avec mon oncle, c'est que, pareil, je pense vraiment qu'on a un truc comme ça dans la famille, c'est que il adore créer, alors pas du tout pour des choses forcément pour lui, mais il va adorer tout réparer, il s'est acheté un tour il n'y a pas longtemps, il l'a toujours pas allumé, mais il se dit, j'ai mon tour, genre si je veux, je peux l'allumer. C'est un peu ce genre de truc dans la famille, de se dire, voilà, si on veut, on peut faire les choses. Et donc forcément, on se tient beaucoup au courant, et il m'apprend encore des choses quand on se voit, et voilà, parce que je n'aurais jamais... Enfin, il a une expérience folle, enfin, pas du tout sur ces choses-là, mais quand même folle. Une dernière question? Non, bah, merci beaucoup William, et puis nous passons au deuxième intervenant. Merci beaucoup. Merci. On continue donc cette rencontre des Gobelins avec deux interventions, deux intervenants, un couple, avec Anastasia Millot qui a commencé sa vie professionnelle dans le domaine du prêt-à-porter de luxe et qui a ensuite découvert l'univers de la fonderie d'art Fodor, avec l'ambition d'y apporter son regard et sa créativité. Elle s'est ensuite adjointe, ou en même temps, je ne sais pas, on va certainement le découvrir, avec son mari dans la fonderie d'art Didier Redouté, qu'on a aussi le privilège d'avoir ce soir. Ensemble, ils ont commencé en 2010 à créer des pièces de mobilier d'exception et petit à petit, ils ont réussi à grandir leurs différentes collections de mobilier. Mobilier qui sont présents dans plusieurs collections à New York, notamment par la galerie Valérie Goodman. Et en 2021, Anastasia Millot a été, avec le Guéridon Kimira, a intégré les collections du Mobilier National, dont nous sommes très très fiers de pouvoir présenter dans nos ameublements. Voilà, je vous laisse la parole et puis on aura après quelques questions sur votre parcours et vos œuvres. Oui, alors bonsoir, cette fois-ci je commence. Donc, je m'appelle Anastasia Millot, donc je dessine et conçois une ligne de mobilier contemporain en bronze. Donc cette collection de mobilier, c'est le fruit de ma collaboration avec la fonderie d'art Fodor, située dans l'est de la France. Donc c'est en Franche-Comté, à Port-sur-Saône, elle est dirigée donc par Didier Redouté. Et donc maintenant, je vais lui laisser la parole dans un premier temps pour qu'il vous présente sa fonderie. Voilà. Bonsoir. Cette fonderie au sable a été créée en 1967 par mon père. Elle est spécialisée à l'origine dans la reproduction en bronze et en laiton, des serrureries décoratives, d'éléments et motifs religieux et funéraires et de petits statuaires. La reprise de cette fonderie m'a permis la réorientation de la production vers celui de la création de mobilier contemporain à la fin des années 80. Uniquement référencée en sous-traitance pour la reproduction de petites pièces livrées brutes pour des bronziers parisiens, la fonderie a évolué pour répondre à la demande de sa clientèle en offrant une large gamme de prestations allant de la conception des pièces de mobilier jusqu'à leur finition avant envoi. Sa production, elle est maintenant axée vers la création de pièces en édition limitée ainsi que celle du mobilier contemporain et de décoration d'exception produits au sable ou en cire perdue. Sa clientèle est constituée principalement de designers, décorateurs, sculpteurs et de galeries d'art en France et à l'international. En 2010, la fonderie a obtenu le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, récompensant les entreprises avec un savoir-faire industriel ou artisanal. 2010, c'est aussi l'année de collaboration et de création des premières pièces de la collection d'Anastasia. Actuellement, elle fait partie du collectif d'artistes représentés à la galerie Goodman à New York pour une partie de la collection, ainsi que par Invisible Collection, plateforme de vente en ligne de mobilier et de décoration. Elle reste aussi présente au marché Serpette pour certaines pièces de la collection. Donc nos différentes prestations. Afin de réaliser les chefs modèles, la fonderie dispose d'un service de conception
et de création 3D qui permet la prise en charge et la réalisation d'une pièce à partir d'un simple dessin. Certaines pièces sont aussi créées à partir de modelage direct en cire et en plâtre, et notamment pour des pièces avec des effets de matière. Donc là, on peut voir la création des prototypes. Là, on peut voir la création d'une tresse en cire sur un pied de table en bois tourné et la juxtaposition de plusieurs tresses en cire sur la base en bois. On voit aussi sur la droite la pièce finie en bronze qui représente donc, ce tressage. Là, on a un croquis sur la gauche, croquis servant à la création du modelage en cire pour un miroir, et la même chose donc en bronze après avoir été coulé. On a un croquis de pied de console, un dessin, un pied tressé en cire d'après le dessin, et ensuite le pied tressé de la console fondu en bronze. On a une base de modèle en bois qui servira pour faire un piétement de table, et on peut voir la table avec ses 6 pieds qui sont coulés en bronze. On a un escalier qui était réalisé et mis en forme à base de cèpes et de feuilles de vigne moulées. Et on peut voir le détail des feuilles et la création en cire perdue d'une libellule. Le moulage au sable, il consiste en la prise d'empreintes dans du sable naturel silico-argileux ou synthétique. Pour constituer un moule qui sera passé dans un four de cuisson pour acquérir une certaine solidité où sera coulé le métal en fusion. La majorité de nos pièces de mobilier sont faites au sable. Donc là, on voit un mouleur en train de réaliser un moule et il passe du talc sur le modèle, sur le chef modèle. Ensuite, il va tamiser du sable à l'intérieur d'un châssis en acier. Donc ça sera un sable de contact. Il remplira ce moule, ce châssis de sable et serrera à la main et au vouloir pneumatique ce moule. On voit la présentation d'une sculpture en moulage, donc le noyau à l'intérieur du moule, et la pièce qui est réalisée en bronze finie. On peut voir un moule en 2 parties, d'une aile avant coulée, d'une aile d'un ange avant la coulée en sable synthétique. Donc on a un négatif, un moule, donc une partie mâle et une partie femelle, et le métal va être coulé à l'intérieur. Donc pour la fonte au sable, nous coulons par gravité l'alliage en bronze aux alentours de 1200 degrés dans un moule et obtenons le bronze. Sorti du moule, le bronze est recouvert de la peau de fonderie due à la matière du sable en contact avec le métal en fusion. Sur la pièce brute, les coutures dues au joint du moule ainsi que les alimentations de métal sont présentes. La pièce est ensuite usinée afin de retirer cette peau de fonderie et le métal est prêt à être poli ou patiné. Donc là, on peut voir la fonte des pièces, le métal en fusion, la fonte coulant du creuset et la fonte coulant du creuset dans la poche et la poche de coulée dans les châssis contenant les moules. C'est le métal juste après la coulée. Et ça, c'est le métal qui vient de reprendre l'état solide. Donc là, on peut voir une lampe, une pièce coulée brute de fonderie, donc avec ses évents, ses alimentations, ses joints de moule. Et à côté, on voit la même pièce qui a été finie, donc qui a été usinée et patinée. Là, de la même façon, on voit la sortie du corps de l'ange, avec ses alimentations, ses joints de moule, ses évents, et une partie du moule. Là, on voit le corps de l'ange qui est monté et ciselé, et qui est installé, et fini d'installer à l'église. La deuxième technique qu'on pratique, c'est la fonte à cire perdue. Donc ce type de fonte est utilisé pour des pièces d'aspect plus compliquées, nécessitant une plus grande définition. Pour un même meuble, nous pouvons selon l'endroit utiliser les 2 types de fonte. La pièce est moulée dans un élastomère, la cire est alors injectée ou versée dans l'empreinte du moule réalisé. Une fois l'objet reproduit en cire, il est monté dans des cylindres et rempli de plâtre réfractaire. Une fois monté en température, la cire fond et nous pouvons couler le métal dans l'empreinte en plâtre restante. Pardon. Donc là, on voit l'empreinte dans un moule élastomère, des retouches de cire sur une béquille porte et les mêmes pièces en brut de fonderie.
Là, on peut voir des éléments de pied de table, la cire, la fonte brute et les éléments finis dans son ensemble. Là, on voit diverses pièces d'ornement réalisées en cire et la coulée du cylindre en cire par aspiration. Et divers éléments de fonte en cire perdue, d'ornement, mais qui sont en bronze. Nos ateliers offrent divers services de monture, de ciselure, de patine. D'autre part, les prestations qui ne sont pas effectuées par la fonderie, comme la tapisserie, l'ébénisterie, le gainage, sont effectuées par des artisans d'art labellisés comme la fonderie EPV. Une fois que les pièces sont coulées, donc il faut les finir. Donc on a un atelier de finition. On va réaliser la patine et le polissage. Donc la patine, ça se fait à chaud, par oxydation à base d'acide. Donc la patine se fait à chaud et le poli se fait avec des abrasifs et des pâtes à polir. Donc là on peut voir l'assemblage d'un lustre en bronze avec ces divers éléments qui vont être soudés et repris en ciselure. Là on peut voir la monture d'une table avec les divers éléments, les pieds qui sont soudés et sur le plateau qui était réalisé lui aussi en bronze fondu. Donc ça c'est les différents pinceaux qu'on utilise pour les patines avec toutes les teintes différentes. Donc là on voit une patine à chaud, donc qui se fait à base d'acide, qui va oxyder le bronze, et on accélère en réalité l'oxydation grâce à ces acides et à la chaleur du chalumeau. Et là on voit deux guéridons qui sont en polymiroir, donc qui sont usinés et polis jusqu'à arriver au miroir. Et là une sculpture patinée, vert, une sculpture drapée. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Anastasia, qui va vous parler de sa collection. Donc, en fait, tous les services que présentait la fonderie, ça présente une gamme très complète de prestations. Et c'est la possibilité de création totale en interne que m'a offert la fonderie et qui m'a permis de concevoir les premières pièces en 2010. Donc, moi, je suis styliste de formation. J'ai travaillé quelques années dans le prêt-à-porter de luxe. Et en fait, on utilisait énormément de jerseys, des jerseys très lourds, assez chers. Et en fait, on faisait beaucoup, je travaillais pour un styliste japonais, on travaillait beaucoup la structure, la couture à double aiguille, pour avoir avec ces jerseys lourds, un tombé magnifique. Et c'était une recherche vraiment constante. Donc en fait, de l'utilisation de ces jerseys assez nobles, j'ai toujours gardé en tête l'élégance de la fluidité des matières. Et cette sobriété qui peut magnifier vraiment un vêtement, mais sans trop en faire, sans avoir vraiment des choses très compliquées par ailleurs. Donc pour moi, par exemple, Jean-Michel Franck, ça illustre parfaitement ce que j'aime au niveau de la décoration. C'est un univers élégant, épuré et intemporel. Par exemple, là, sur une table, d'ailleurs que je ne vous présenterai pas, parce que c'est encore une autre collection, mais c'est cet effet de tomber que j'aime bien, quelque chose qui est fluide et que j'apprécie énormément. Donc moi, le monde de la fonderie, ça m'était totalement inconnu. Donc je suis vraiment tombée, ça faisait on-off, parce que l'univers de la mode, c'est particulier, mais l'univers de la fonderie, c'est aussi très particulier. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les ateliers, mais vraiment dans l'atelier, à travailler même. C'était mon premier travail dans l'atelier de cire perdue. Donc voilà, je vous rejoins. Donc en fait, c'était l'atelier de cire, c'est en fait ce qui a permis la création de petites pièces directement en circuit court. Donc c'était une façon d'être en interne et de voir tout de suite ce que ça donnait. Donc c'était un petit peu de modelage de la recherche, mais bon, j'ai essayé de faire des petits objets. Et immédiatement, en fait, le bronze, ça m'est apparu comme un autre terrain d'expression dans la création qui me permettait de traduire les effets de matière que j'aimais bien déjà dans la mode. Donc bon, c'était pas toujours très concluant, mais bon, c'était des essais. Et puis après quelques petites pièces produites dans le domaine de l'art de la table, de façon assez confidentielle, on va dire, j'ai eu envie de concevoir du mobilier. Donc il faut dire que la fonderie, comme on vient de le dire, on travaille pour beaucoup de designers. Et donc je voyais passer beaucoup de pièces et moi j'avais aussi ce sentiment, enfin cette envie de créer, mais j'avais l'impression que toutes les pièces que je voyais étaient très compliquées et moi j'avais
j'avais pas cette envie, j'avais envie de simplicité. Et ça a été assez compliqué parce que des fois, ce qui est simple à l'œil ne l'est pas du tout en fait en production. Donc l'infrastructure de la fonderie et surtout son savoir-faire m'ont donc permis de bénéficier de cette expérience et de commencer à créer cette collection. Donc les premières pièces, le prototype a été, je les ai dessinés et j'ai demandé à quelqu'un de les réaliser, et ça, notamment des ébénistes, et donc ils ont sculpté les prototypes. Mais ça a été source de nombreuses modifications, parce que, à cause de mon inexpérience, tout simplement. Parce qu'entre le dessin initial et ce qu'il allait en rester, parce que mes pièces étaient faites au sable, pas en cire, et donc au sable, il faut savoir que même si on utilise du sable fin, ça laisse une peau de surface, et qu'à l'usinage, elle est retirée. Donc j'ai dû apprendre à appuyer les parties des éléments importants des pièces afin de les garder plus présentes au montage. Donc les petits détails que j'aimais bien sur le bois, surtout les lignes très subtiles, une fois usinées, tout disparaissait. Donc les parties des meubles mises à blanc avant la soudure et la monture, si ce n'était pas assez appuyé, il n'y avait plus rien. Donc c'était vraiment compliqué pour moi parce que la plus grande partie de mes meubles, c'est du lisse tendu. Donc c'est vraiment un autre univers. Hein. Donc il n'y a pas de texture et pas de détails décoratifs. Donc tout réside dans des profilés épurés, des lignes de fuite, des angles saillants. Et donc je devais garder ça très très marqué, sous peine d'obtenir un rendu totalement inconsistant. Donc il y avait aussi le problème du poids, que je ne maîtrisais pas, parce que comme je voulais appuyer mes lignes et que je voulais être sûre que tout se voit, tout ce que j'avais pensé à l'avance se voit, donc des fois je voulais appuyer vraiment de façon grossière les lignes, et en fait je me retrouvais avec des problèmes de poids, parce que même des sections très fines, c'était déjà très très lourd. Donc l'idée de départ des premières pièces, c'était donner une impression de légèreté dans le traitement du bronze. Je voulais que ça ait un élan, que ça ne soit pas du tout statique. Et en fait, je voulais presque que ça ait un mouvement. Et donc, j'ai pensé à toutes ces petites choses qui pourraient donner à la pièce un mouvement. Donc, je voulais affiner les pièces. Donc, j'ai fait toute ma première collection que j'ai appelée Longchamp. Il y a des pieds torsadés qui sont toujours, enfin, surtout pour les assises, plus courts à l'arrière, des lignes tendues, anguleuses, et puis des moulures très tirées pour alléger les contours. Donc tous ces petits détails, il a fallu les régler et surtout les garder du début à la fin de la conception pour permettre d'alléger considérablement la ligne. Donc là, c'est la première pièce que j'ai créée, donc que j'appelle le tabouret Longchamp. Donc là, vous avez les prototypes de cette pièce. Donc ce sont donc les fameux modèles en bois. Le blanc, c'est le Saint-Ophère, parce on tape quand même pour les serrer, donc ils sont régulièrement, il en manque un petit bout. Donc là, vous avez en fait en gros plan la pièce, donc avec ces profilés, ces torsades. On voit clairement que la pièce penche à l'arrière. Donc là, c'est un bronze patiné et avec du crin de cheval. C'est la pièce en situation chez un client. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une partie de la collection Longchamp. Donc on revient toujours à ce même genre de pièce avec des détails. Donc là, on est sur un poli. Donc c'est cette même pièce au Four Seasons. Donc après, moi je préfère la patine, mais bon, selon les clients, beaucoup de gens aiment le poli. Donc c'est particulier aussi. Là, encore une autre pièce, la console Longchamp, toujours dans le même esprit, avec un plaquage en palmier et des profilés toujours assez tirés, toujours ces pieds torsadés. Et là, en fait, donc, parmi les galeries avec lesquelles j'ai travaillé, il y en a une qui m'a présenté à Masterpiece Londres
en 2017. Donc toujours ce même esprit avec la chaise Longchamp, en crin toujours. Et la chaise en plus est encore plus, va encore plus vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver le point où un petit peu plus c'était le point de rupture où la chaise allait s'écrouler. Mais je voulais vraiment qu'il y ait vraiment comme si elle allait jaillir, on va dire. Donc c'est toujours une patine brune qui fait un peu une impression de bois. Il y a beaucoup de gens qui pensent des fois, enfin qui voyaient la chaise et pensaient que c'était en bois. Bon, quand ils la soulèvent, non, ils la reposent, c'est pas en bois. Elle a chez un client pour une collection privée. Donc là, c'était en fait cette pièce-là. En fait, des fois, ce sont les clients qui créent des pièces parce que la personne voulait le tabouret, mais en plus large. Donc un tabouret plus large, le banc. Donc le banc est né de cette demande. Donc toujours avec plus bas à l'arrière. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que tous les modèles jusqu'en 2019 ont été pour la plupart créés en bois ou en cire. Donc moi, en cire, donc c'était moi qui, en revanche, m'y collais, avec toujours cette nécessité d'accentuer les angles, les pointes, les torsades. Alors des fois, ça donnait des protos assez raides, assez durs, mais une fois en métal et l'usinage qui passait, la pièce était beaucoup moins dure. Donc d'autre part, tous ces angles aussi, moi, ça m'a permis, comme il ne se passait pas grand-chose au niveau de l'état de surface, donc ces angles, ça me permettait d'avoir une accroche différente de la patine, suivant les facettes. Et ça, c'était très intéressant. Et donc, par exemple, une autre pièce, le miroir Stemma, donc, qui est assez quand même accrocheur, on va dire, mais tous ces angles, et ça permet un reflet de la patine très très différent suivant l'endroit où on le regarde. Et donc là, j'ai aussi mis un croquis donc de la pièce au début, ensuite de la pièce à mi-chemin dans la réflexion, on va dire, c'est pas fini. Et donc là, vous avez la pièce finie avec donc ces différents reflets. Et là, en fait, elle est dorée à leur fin. Et elle se trouve donc dans la galerie qui me représente à New York, chez Valérie Goniam. Donc là, encore une autre pièce, le Lee Woody, donc parmi les premières pièces, on va dire, qui est une pièce assez caractéristique que je continue à vendre. Alors je l'ai fait en plus large, en moins large, en plus haut, dans des matériaux différents. Donc c'est une pièce qui est assez massive, mais avec des tout petits pieds. Alors les gens ils voient des talons aiguilles, enfin pieds torsadés, et en fait ces tout petits pieds se voient énormément. C'est marrant parce que il y a cette masse et ces tout petits pieds, et en fait ça lui apporte une certaine légèreté. Et toutes les moulures elles sont évidées de façon aussi à toujours garder une ligne qui soit assez aérienne, qui ne soit pas quelque chose de lourd, hein, parce qu'il est assez quand même conséquent, parce que les moulures, donc là vous voyez le prototype, les tout petits pieds, mais les moulures font 10 cm de large, donc c'est quand même conséquent. Donc là vous voyez en situation aussi chez un client. La salle de bain, c'est pas l'endroit où je l'aurais mis. Alors, maintenant, toute cette première collection, qui continue d'ailleurs d'évoluer, donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'on réclamait quelque chose de plus doux, et donc je me suis lancée dans quelque chose qui était plus en rondeur, que j'ai appelé la collection Jack, et donc, cependant, moi, je voulais quand même garder quelque chose de très structuré, de très anguleux quelque part. Donc, en fait, les angles, la structure, on la retrouve dans les pieds. Alors, pareil au sable, c'était très compliqué parce que ce que je ne voulais pas, c'est qu'une fois moulé et une fois travaillé, les angles se perdent, parce que des angles, il y en a partout. Donc, tout est parti, comme dans de nombreuses de mes pièces, avec une succession de pleins et de déliés. Donc, les bases des meubles, c'est des entrelacs
constitué d'encre et d'écrasement très présents dans toutes les bases de la collection de Jacques. Donc là, ce sont les prototypes toujours en bois à l'époque. Donc suivant les tables et les dimensions, il y avait des sections qui étaient plus ou moins importantes. Ou alors, bon, c'était aussi des discussions où moi je trouvais qu'il manquait un tout petit peu de choses et on n'était pas toujours d'accord. Et donc là, c'est cette table-là qui était dans un reportage là, que j'avais été créé pour Rouge Absolu, et puis voilà, qui était dans côté Paris. Alors une autre pièce aussi que ma galériste a à New York et qu'elle vend beaucoup, c'est le guéridon de Jacques. Donc c'est toujours le même système d'entrelacs, donc avec proportionné sur le guéridon. Donc là, avec les prototypes de ce guéridon-là qu'on voit qui a bien servi. Et in situ, dans un reportage, elle est là pour un autre collectionneur. Donc celui-là, je le vends beaucoup en poli. Et je l'ai fait par un moment aussi en métallisation à froid, en lac chrome. Et ça, c'était aussi très joli, c'était très particulier. Donc là, je vais vous faire toute la famille. Donc là, on a la table ronde basse. Donc c'est pareil, c'est une petite table qui va beaucoup dans les hôtels, qui est très simple à passer. Et là, en fait, je l'avais vendue pour toutes les suites du Arts Club à Londres, en poli aussi. Donc après, le poli, c'est très joli, mais le poli, c'est très difficile à entretenir. Donc c'était... on a des fois les clients qui rappellent en disant comment ça s'entretient. Donc voilà, c'est pas simple. Donc là, c'est partie aussi de mes best-sellers, on va dire, de cette table Jack ovale, que j'ai fait en petite dimension, en très grande dimension, aussi jusqu'à 2 mètres. Ce sont les prototypes. Et en fait, c'est une table que vous pourrez trouver à l'hôtel de Crillon, puisqu'ils en ont acheté 2 pour le lobby. Et ça, c'est un autre collectionneur qui le voulait pour la salle, comment ça s'appelle, pour une petite salle de maquillage. Voilà. Donc elle est en version haute. Donc je vais vous présenter aussi une autre pièce. C'est donc la console Stardust. Donc ça, c'est une pièce que j'ai dessinée et où il y avait tellement de contraintes que tout le monde a arrêté de vouloir travailler dessus. C'est-à-dire que plusieurs menuisiers ont décidé d'arrêter de la fabriquer. On n'arrivait pas à avoir un prototype. Donc en fait, c'est une console que j'ai faite en cire, moi. Donc ça m'a pris énormément de temps. Donc alors, parce que le modelage, donc c'est quelque chose de compliqué, mais alors quand vous voulez avoir une symétrie, alors vous avez des galbes de chaque côté, vous avez des angles, vous avez des courbes. Donc là, ça a été vraiment très très long, on va dire. Et donc c'est très compliqué parce que cette pièce, bien qu'en courbe, elle est remplie de facettes. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir une base très très forte et assez puissante, mais il fallait pas que ça soit lourd. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pensé à cette construction anguleuse vers le bas où il y a plein de facettes pour ne pas avoir une masse visuelle. Donc ça a été vraiment très compliqué parce que si vous posez en fait une partie du prototype à plat, il rebique de tous les sens parce que rien n'est simple. Donc là, vous avez une vision par exemple, de profil où aucune ligne ne reste plane, il n'y a que des angles. Et donc là, vous voyez bien les galbes différents de chaque côté. Et donc voilà, elle est là in situ dans un appartement. Donc une autre pièce représentative des premières pièces de la collection, c'est le guéridon Link. Donc il illustre
la fluidité dont je parlais précédemment. Donc j'aime bien l'idée de ce lien en bronze, et une autre partie de bronze vient coulisser dans ce lien. Donc c'est cette première pièce qui a fait partie enfin, quand j'ai commencé à utiliser le prototypage 3D. Elle a été conçue en patine noire avec le plateau en bronze brut et brossé. Donc là, je vais terminer par le guéridon Chimera, donc qui me vaut d'être ici devant vous ce soir, en fait, puisqu'il est entré dans la collection du Mobilier National en janvier 2021. Donc moi, ce que je voulais, c'était créer une petite table d'apparence classique, mais qui ne le soit pas. Alors, tout a été... dans ma tête, ça me paraissait très simple au début. Et en fait, comme le dessus est en cuir, hein, et j'avais besoin d'une base en plateau en bois, donc il a fallu nous coordonner avec le gainier et le menuisier. Et là, c'est là que tout a commencé à être très compliqué. Donc en fait, il fallait qu'on se coordonne pour que tout soit à fleur. Je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Et là, c'était vraiment un casse-tête, quoi. Et en fait, chaque plateau ne peut être fait qu'une fois que le bronze est coulé. Je ne peux pas faire des plateaux d'avance, ça n'ira jamais. Il y aura, de toute façon, une fois qu'on ôte le revêtement du bronze, on n'a jamais la même pièce à 2 mm près, hein, et sur des grandes pièces à 1 cm près, c'est pas possible. Mais là, on était au millimètre, et là, je peux vous assurer que j'ai toute une cargaison chez moi de plateaux. Déjà, on ne pensait pas, mais si on les note pas dans le sens, ils ne sont même pas interchangeables par rapport au fait qu'il y ait les 3 encoches. Donc, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, la base en bronze, elle doit être réadaptée chaque fois avec le plateau. Donc, et encore une fois, bien que les sections de base soient assez massives, donc je me suis dit, je vais le mettre en biseau à l'arrière de façon à ce que ça soit élancé. Et on ne le voit peut-être pas, mais en fait, la base du bas est légèrement plus petite que le plateau, de façon à ce que ça fasse élancer, et qu'il n'y ait pas toujours ce souci de ne pas rester quelque chose de statique, du moins visuellement. Voilà. Donc là, vous avez en fait le plateau en bois, donc qui est juste là pour... Enfin, je le garde pour montrer que c'est comme ça que ça se fait, mais on ne peut jamais l'utiliser, parce qu'en fait, il faut toujours recalculer. Et là, vous avez les entrelacs que vous voyez de la base, et le cuir surpiqué. Donc, comme tout a été... Enfin, il fallait calculer, il y avait 2 mm à ôter, il fallait dégaucher d'1 millimètre, enfin, c'était pas simple, quoi. Donc là, c'était... le premier achat, c'était pour un particulier. Et donc, voilà, sa photo officielle en janvier 2021. Voilà. Donc, quelque chose qui me rend très fière, d'ailleurs. C'était vraiment super. Donc, en fait, vous voyez, mon travail, c'est une recherche permanente d'associations de lignes. C'est souvent le début d'un trait. Alors, je garde des collections de choses qu'il ne faut pas toucher, parce que c'est un trait, mais ça veut dire quelque chose. Enfin, il n'y a que moi qui capte, mais c'est très important de les garder. Et ça me donne la ligne directrice du prototype. Donc maintenant, je travaille en faisant réaliser un fichier 3D d'après mes dessins. Et l'impression, je la confie à l'externe. Mais dès que les protos arrivent, généralement, je les retouche. Enfin, ils sont très bien, mais il y a toujours un truc à ajouter. Donc moi, j'ai toujours du mal à lâcher prise sur le prototype qui va faire la chose. Donc c'est vrai que c'est moins spontané. J'aime bien faire ce genre de choses, mais dans les meubles, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, tous les modèles depuis 2010, donc, ils ont la particularité d'être en lisse tendue. Mais depuis cette année, donc, j'ai utilisé la texture. Donc, j'ai utilisé la texture. Il y avait quelque chose que je trouvais très animal. Et je me suis dit que je voulais avoir cette texture-là. Je l'ai fait sur 1 cm. Je l'ai dupliqué sur je ne sais combien pour avoir 30 cm. Donc,
c'est encore un processus assez laborieux. Je n'arrive pas à faire un grand objet en direct. Ça, je peux le concevoir pour une toute petite chose, mais pas pour du mobilier. Donc voilà, donc j'ai commencé à utiliser la texture pour une console. Et elle va inaugurer la série de pièces que je suis en train de créer maintenant pour une nouvelle expo que je vais faire à New York en 2023. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer encore quelques photos en noir et blanc que je trouve très belles du travail de la fonderie, parce que c'est bon, c'est quand même grâce à eux que ça existe. Voilà. Voilà, c'est la fin. Et je vous remercie de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais me tresser des lauriers. Je trouve que d'avoir programmé les deux, c'est deux manières complètement différentes et totalement complémentaires sur le geste. Le geste maîtrisé, le geste libéré, le geste contraint, le geste en interrogation. Donc, excusez-moi, je suis fier de moi. Je peux bien. Voilà. Non mais parce qu'en fait c'est très intuitif et en fait souvent je travaille aussi sur des photos que je vois et je me dis tiens là ça peut être pas mal et c'est très intéressant. Merci. Y a-t-il des j'arrête de me tresser des lauriers. Y a-t-il des questions? Question de William. Oui. Bon, j'aurais 1000 questions évidemment, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Mais les plateaux en bronze sont coulés en bronze qu'on voit sur les tables, on voit souvent des plateaux. C'est en bronze coulé ou c'est une... Il y en a qui sont en bronze coulé et il y en a qui sont en tôle où on ressoude un pourtour. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Si on veut un polymiroir, on évite de faire un bronze coulé parce qu'on risque d'avoir des imperfections. Si c'est un bronze patiné, on peut se le permettre. D'accord. Ouais. Parce que j'ai voulu faire couler des plateaux de table à ma fonderie et ils m'ont foutu dehors. Non, c'est un cauchemar. Hein. Voilà, c'est un cauchemar. Polymiroir, un plateau de table avec zéro défaut. Non. Voilà. Jusqu'à maintenant, moi, je ne sais pas faire. Non plus. Une autre question? Oui, c'est une petite question technique. Je n'ai pas compris ce que c'est que le travail de texture dont vous parlez à la fin. Ah ouais, donc en fait, moi jusqu'à présent, c'était... Oui. Bon. Moi jusqu'à présent, c'était vraiment des choses qui étaient très lisses. Et donc là, j'ai voulu faire quelque chose qui était maintenant de la texture, c'est-à-dire que ça n'est plus lisse, ça a une forme texturée, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, ça ressemble à des rainures, mais pas très lisses. Voilà. Mais ce que j'avais vu, c'était... en fait, ça n'avait strictement rien à voir. C'était un animal... Et c'était sa fourrure. Et ça m'a fait penser à ça. Et j'avais envie de... L'écartement de la fourrure m'a fait penser à cette texture. Et donc là, je l'ai créé moi-même sur 1 cm. Et je l'ai dupliqué pour avoir une plaque. Et après, on a pu la mouler. Et après, je l'ai en fait mise sur des barres rondes pour faire des supports. Voilà, et je m'en suis servi de support pour faire cette nouvelle console. Et donc c'est ça qui inaugure en fait les nouvelles pièces que je suis en train de faire. Voilà, donc c'est vraiment... bon. J'espère les faire... J'aimerais bien les faire plus intuitivement. Je pense que j'y arriverai, mais pour l'instant c'est encore difficile. Je pense beaucoup aux pièces à l'avance. C'est beaucoup plus... instinctivement, j'arrive pas à faire quelque chose et le lâcher. Voilà. Donc, il y a toujours cette question de lâcher prise à la fin, et donc je préfère les penser énormément de façon à maîtriser tout. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien le faire plus intuitivement. Voilà. J'avais une petite question sur la production. À un moment donné, vous avez parlé d'un hôtel qui avait acheté un certain nombre de
de pièces. Donc du coup, dans la fonderie, cette question de la duplication en multiples, jusqu'à combien d'éditions, parce qu'il faut faire un moule qui soit presque industriel ou pas. Est-ce que la production, je ne peux pas dire industrielle parce que j'imagine que c'est pas des milliers et des milliers, mais est-ce que votre fonderie a cette capacité à produire, à ne pas sortir que de la pièce unique, mais en multiples? Le mobilier, ça fait comme de la sculpture, on va numéroter de 1 à 8, plus 4 épreuves d'artistes, donc ça fait 12 pièces. Mais on peut aussi les faire à l'édition. C'est-à-dire que si le sculpteur ou le créateur décide de mettre cette pièce à l'édition, il va la numéroter sur 99, sur 25, sur ce qu'il a envie. Voilà. Donc quand ça part dans les chantiers de décoration, il faut vous avez l'outil industriel de production derrière. Oui. Une dernière question pour la route. J'aimais bien au début l'association du crin avec le métal. Alors, je me suis quand même posé des questions parce que c'est un lit d'appoint. Oui. Et je me suis dit, il est très lourd, donc il n'y a pas moyen de le déplacer pour un lit d'appoint. Alors... Et puis, par ailleurs, les angles, c'est blessant quand même. Alors, oui. Alors, je confirme que c'est blessant, parce que moi-même, j'en ai fait les frais. Oui, alors après, ça reste quand même du mobilier décoratif. Des fois, je conseille, enfin, des fois aussi, on nous demande d'arrondir légèrement les angles. Après, bon, moi, c'est pas comme ça que je l'ai conçu. C'est vrai que c'est assez anguleux, je le conçois, mais j'aime bien l'aspect que ça donne. Oui. Mais c'est vrai que bon, moi-même, je suis déjà blessée le lit, et pas que le lit d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais et puis je voulais aussi vous poser la question un peu théorique ou technique. Comment présentez-vous un meuble pour qu'il soit admis au mobilier national? Comment ça se passe? La procédure. C'est plutôt à moi. Est-ce que c'est un secret? C'est pas un secret. Il y a plusieurs procédures. Soit c'est une demande particulière, pas une demande, on a besoin de consoles, on a besoin de chaises, on a besoin. Et là, on voit les catalogues, on dit celui-ci nous plaît parce que pour X raisons. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de demande particulière d'un ministre qui dit je veux un tel. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un dépositaire, comme on dit chez nous, c'est pas un ministre ou un cabinet qui dit je veux un tel. Non. Et on ne va pas après aller faire le marché. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est nous qui commandons ou qui achetons auprès d'industriels, d'éditeurs ou autres. Ça, c'est la solution habituelle. L'autre solution, c'est passer par des commissions de production, l'atelier de recherche et création. Et là, on est sur dessin. Et les artistes nous envoient des dessins. Et nous, on les accepte, on les prend et on les fabrique nous-mêmes. Et il y a la troisième possibilité qui a eu du coup pendant le Covid, ça a été un plan de relance financé par l'État de plusieurs milliers d'euros, de millions d'euros, pour justement aider les jeunes artistes, ou pas jeunes d'ailleurs, les artistes et artisans qui étaient un peu en difficulté. On a lancé une campagne d'acquisition et on a eu plusieurs centaines de propositions. Et là, on a choisi ceux qui nous semblaient... Non, c'est pas qu'une question d'esthétique. C'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question de pratique, en fait. C'est que nous, en tant qu'aménageurs d'espace, on ne s'attache pas à commander ce qui nous paraît le plus beau. On va surtout commander aussi ce qui nous paraît le plus pratique. Par exemple, une table en marbre qui pèse 3 tonnes, non. Parce que nous, on a notre service magasin et transport, c'est lui qui va le porter. On pense à leur dos. Voilà, c'est des choses comme ça. Par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait fait montrer une table basse. Il me dit, mais est-ce qu'elle pourrait convenir? Alors, je ne suis pas dans la commission de l'acquisition, je ne suis pas dans la mission d'ameublement, mais tout de suite, je lui ai dit, votre table basse, elle est problématique, c'est qu'elle est basse, mais très pleine. Hein. Et comme nous, sous la table, on va essayer de déposer un tapis, si on met un très beau tapis de savonnerie qui a mis plusieurs années à le fabriquer, et vous mettez une table basse qui le bouffe, ben non.
Voilà, c'est des logiques d'aménageurs. Et là, par exemple, votre table basse, évidemment, elle est très légère pour nous. Elle nous intéresse parce que si on met cette table basse soit sous un parquet en point de Hongrie ou un point versaillais pour des mobiliers anciens, pour des immeubles anciens, ou si on met un tapis de savonnerie de chez nous, ben on va voir la table basse et on va voir le tapis. Voilà, c'est des petites logiques comme ça qui fait qu'on a choisi un certain nombre d'œuvres. Là, je pense qu'on n'aurait peut-être pas pris les meubles avec des encoignures blessantes. Parce qu'on se dit, si un ministre se blesse... Voilà, c'est des petites choses comme ça qui paraissent, qui ne sont pas anecdotiques, qui sont en fait très importantes parce que c'est nous qui les portons, qui les aménageons et autres. Voilà, donc là, je pense que c'était dans le cadre du plan de relance qu'on a mené pendant le Covid. Bon, ben merci infiniment pour cette très très belle séance. Bonne soirée.